Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show. Alors, on va commencer directement avec quelques news de la semaine. Alors, quelques petits changements. Déjà, le Texama Show sort le samedi maintenant. Pourquoi? C'est parce que ça m'arrange le plus, tout simplement. Donc, je le tourne le vendredi soir en réalité. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une news qui sort le vendredi soir aux États-Unis, parce qu'évidemment, avec le décalage horaire, c'est possible qu'elle ne passe pas dans le Texama Show de cette semaine-ci. Donc, voilà, je tenais juste à préciser ce petit changement-là. Mais bon, ça va encore. Le vendredi soir, ça va. Je réfléchissais à peut-être le mettre en début de semaine, mais début de semaine, c'est juste une mauvaise idée parce que du coup, ça prend trop de retard par rapport aux news, parce qu'il y a souvent des news qui sont annoncées le vendredi, donc ouais, ça semble logique. Il y aura aussi d'autres changements sur la chaîne, je n'en parle pas plus pour le moment, mais vous verrez. Je vais changer certaines choses, peut-être c'est déjà aussi plus sérieux au niveau de la chaîne, donc vous verrez bien ces changements arriver. Donc je préviens, ça arrivera. Et aussi, peut-être un autre avenir pour la chaîne en partie. Donc vous verrez bien. Alors, il y a pas mal de news cette semaine-ci, en quelque sorte, oui. De news, je prends toujours les news un peu qui m'intéressent, évidemment. Hein. Je prends un petit peu les choses que j'aime le plus, les choses avec lesquelles je suis plus confortable de parler, tout ça. Alors, le premier truc, c'était au niveau de iFixit, qui a démonté tout simplement le Pixel 2. Donc on a pu voir pas mal de choses, notamment qu'ils utilisent une puce custom qui inclut une partie pour le traitement des photos en fait. Donc ça c'était très intéressant, donc vous devez le savoir, le Pixel 2 a eu le plus haut marquage de DxOMark, qui est un site qui fait des tests d'appareils photo, même pas juste de téléphone ou autre chose. Et du coup, c'était très intéressant de voir qu'en fait, l'une des raisons certainement pour laquelle ils ont une telle qualité d'image, je ne sais pas pourquoi, le lien iFixit. Et du coup, là, on peut voir un petit peu justement l'intérieur. Donc, iFixit, si vous ne connaissez pas, c'est un site qui donne des conseils pour réparer certains appareils, surtout les plus connus. Ils ont aussi un kit de réparation que je devrais d'ailleurs me commander parce qu'il a l'air vraiment bien. Donc là, ils montrent par exemple qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour démonter le téléphone, voir un petit peu. Et puis, ils donnent un score de réparabilité voilà, au téléphone. Donc, est-ce qu'il est facilement réparable? Est-ce qu'il est difficilement réparable? Est-ce que... Alors, évidemment, chaque téléphone est un petit peu différent, mais c'est intéressant toujours de voir un petit peu les composants et la façon dont les composants sont agencés dans le téléphone. Et aussi de voir si le constructeur du téléphone n'a pas juste dit « Hey, on va utiliser de la super colle partout et juste rendre le téléphone hyper compliqué à démonter. » Donc là, on peut voir étape par étape. Vous aurez évidemment le lien dans la description si vous voulez voir. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Là, c'est des petits connecteurs qui connectent par exemple l'appareil photo et tout. Et là, on peut voir justement, voilà. Donc ici, apparemment, ça c'est la RAM, 4 Go de RAM. Là, ici, on a les 64 Go de flash, donc ça c'est pour mettre toutes vos photos et tout ça. Ensuite on a une autre puce dont je ne sais pas du tout ce que c'est, une autre puce dont je ne sais pas du tout ce que c'est, une autre puce dont je ne sais pas du tout ce que c'est, et là c'est apparemment un truc contrôleur NFC, et puis après normalement, je ne sais pas de quel côté, voilà, ça doit être de ce côté là, nous avons normalement le processeur et aussi quelques puces Qualcomm par exemple pour servir de wireless, donc tout ce qui est sans fil et tout ça. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et du coup ils avaient trouvé justement, je sais pas s'ils le mettent ici, mais ils avaient trouvé une puce custom faite par Google qui est rajoutée dessus. Et ça c'était très intéressant. Donc là ils démontent encore un petit peu plus l'appareil photo justement, on peut voir un petit peu mieux. Voilà le téléphone entièrement démonté. Et puis là ils donnent le score de réparabilité. Donc il a 6 sur 10. Ça va. C'est plutôt raisonnable. Donc là, par exemple, ils disent pas mal de composants sont modulaires, peuvent être remplacés facilement. Tous les vis sont les mêmes, c'est des Philips #000. On a aussi apparemment un moins, mais pas vraiment plus. Apparemment, l'écran est tellement fin que c'est un peu... Apparemment, on peut le casser facilement. Et puis après, là les trucs qui pêchent un petit peu au niveau réparabilité, notamment la batterie qui apparemment est collée, encore une fois, voilà. Et aussi, qu'est-ce que c'est, des problèmes avec les câbles qui ont du mal avec une partie du châssis du téléphone, donc voilà. Mais bon, ce qui était surtout intéressant, c'est le fait qu'ils utilisent une puce custom. Je sais pas où est l'image exactement. J'avais vu sur un autre article en plus. Je croyais qu'ils allaient la mettre un petit peu plus en avant ici, mais
Apparemment non. Il y a une puce Texas Instruments. C'est une calculatrice. Oui, il y a une calculatrice dans le téléphone. Non, pas vraiment. Donc voilà, une petite news au niveau téléphone. Alors ça, c'est une news au niveau plutôt disponibilité. Donc les Core i7, Core i5 et Core i3 de nouvelle génération sont sortis, là, quelques temps, vous devez le savoir. Et du coup, depuis, il y a des problèmes de disponibilité. Alors c'est dû en partie au fait que, évidemment, dès qu'ils sont sortis, il y a beaucoup de gens qui les ont achetés, mais aussi au fait qu'il n'y a pas beaucoup de stock en réalité. Donc c'est pas juste pure popularité, c'est aussi un problème de stock. Donc pour le moment, sur les deux gros sites populaires, les plus populaires je pense en France, j'utilise toujours ces deux-là comme point de référence. Je pourrais inclure évidemment matériel.net, il y a aussi Cdiscount et tout ça, mais je trouve que moi, selon moi, c'est les deux plus gros au niveau des ventes de hardware. Donc les Core i3 de nouvelle génération sont disponibles, donc notamment le 8100 ici, vous voyez, disponible en stock. Même chose chez Top Achat. Donc si on remonte ici, voilà, il est juste ici en stock. Ah non, lui il est pas en stock chez Top Achat justement. Ok, bon, il est en stock quand même quelque part, c'est ce qui compte. Il a aussi du coup son grand frère overclockable qui est donc maintenant l'équivalent d'un i5 et aussi en stock vers les 200€, même si je le trouve moins intéressant. Et on a aussi en stock, non en fait c'est le dernier en stock parce que le Core i5 justement 8400 qui est selon moi le plus intéressant si vous voulez juste jouer, pas en stock. Que ce soit n'importe quel site, il y a très peu de stock. Il arrivera de temps en temps en stock, puis il disparaît presque instantanément. Donc là, il y a des gros problèmes de stock, et c'est la même chose pour tous ceux d'après. Donc les Core i5 overclockables, le Core i7, le plus gros Core i7 non disponible. Il n'y a aucun stock du tout. Il y a aussi un autre truc qui est arrivé, et ça c'est un petit peu moins plaisant. C'est une hausse de prix. Par exemple, le Core i5 ici, 8600K, je suis pratiquement sûr, j'en même suis sûr à certain, qu'il a augmenté de prix en partie. Peut-être juste 10€, mais il a augmenté de prix. Donc ça, c'est un petit peu décevant, même sacrément décevant. Le Core i7, lui, n'a pas trop bougé. Il a même resté à peu près là où il en était. C'est juste qu'il n'est pas disponible. Donc voilà, des gros problèmes de stock. C'est aussi pour ça que je fais pas trop une config de la semaine, parce que j'ai envie de faire une config de la semaine avec l'un de ces nouveaux processeurs. Faire un peu une config... La config gamer parfaite, selon moi, qui est vers 1000€. C'est vraiment là où on a le plus selon notre argent. Et on a une config évolutive qui peut, en partie évolutive, mais en tout cas, d'ici quelques années, on peut juste changer la carte graphique et hop, on est reparti pendant un certain nombre d'années. Donc là, c'est un petit peu problématique parce que justement, j'aimerais bien inclure ce Core i5 là, 8400, qui est selon moi assez intéressant, qui peut-être, avec sa fréquence de base, n'est pas le meilleur dans toutes les applications, mais avec son turbo à 4 Go, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi des baisses de prix, notamment chez Top Achat, j'ai pu le voir au niveau des processeurs Ryzen, donc ça c'est très intéressant. Donc, encore une fois, si vous n'êtes pas intéressé par ces nouveaux Core i5, vous êtes gagnant, ça baisse de prix pour vous. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on a par exemple la plus grosse baisse de prix. Alors le Ryzen 7700 a augmenté d'1€. Vous croyez que je l'aurais pas vu Top Achat? Je l'ai vu, hein. Il a augmenté d'1€, il est passé au-dessus des 300. On te choque et déçu, tu vois. Mais par contre, le Ryzen 5600X est à 234€ maintenant. Donc voilà, si vous voulez pas trop overclocker. Et le 1600, si vous voulez overclocker, il est même en vente flash. Mais même sans la vente flash, il avait baissé de prix. Donc là, c'est très intéressant. Le 1600 ici, si vous êtes prêt à l'overclocker, il a un refroidissement assez potable fourni avec. Donc pas besoin de mettre un refroidissement en plus. Ça vous donnera un très bon processeur. Donc là, c'est un bon plan clairement. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Il n'y en a pas vraiment d'autres qui ont baissé de prix. À part peut-être les Ryzen 5 aussi qui ont un petit peu baissé de prix. Mais les Ryzen 5, je dois bien l'avouer, sont moins intéressants. Et surtout les Ryzen 3, enfin les Ryzen 5 4 cœurs. Voilà, je tenais à préciser. 4 cœurs 8 threads sont moins intéressants. Et les Ryzen 3 là, c'est difficile de les justifier même s'ils ont baissé de prix encore une fois là aussi. Le Ryzen 3200 est à 100€. Donc là, ça devient un petit peu plus intéressant si vous êtes vraiment serré niveau budget. Ça peut valoir la peine. Par contre, le 1300X, je suis pas entièrement convaincu personnellement. Donc voilà, une petite update à ce niveau-là. La GeForce aussi, GTX 1070, il commence à avoir quelques petits leaks de performance. Alors apparemment, elle est pas aussi performante qu'on pourrait le penser. Après, c'est un leak, donc à prendre avec une grosse pincette. Mais voilà, elle n'est pas aussi puissante qu'on pouvait le penser parce qu'elle avait des caractéristiques très proches d'une 1080, mais apparemment, elle est plus proche d'une 1070 qu'une 1080. Bon, on verra bien, parce que là, c'est une 1080 Custom Gaming X, donc peut-être qu'elle est bien overclockée. Là, en plus, la 1070, c'est aussi une overclockée, certainement, donc on verra bien ce que ça donnera à la sortie. D'ailleurs, si vous demandez sur Vidéocart, s'il indique plutôt bien, ça c'est cool. On aura apparemment
les specs et les précommandes dans 5 jours et 21 heures, par rapport à la date que je tourne cette vidéo, donc vendredi soir, ou alors la sortie officielle avec les reviews. Ça, c'est le plus intéressant, toujours attendre les reviews, dans 12 jours et 21 heures, donc dans pas mal de temps en réalité, donc on verra bien. Ensuite, nouvelle news, un petit peu de news au niveau ITX. Je suis toujours intéressé par les cartes mères ITX. Moi, j'aimerais peut-être dans le futur, justement, quand elles seront vraiment bien et qu'on aura du choix, passer justement à un PC full ITX, parce que je n'ai jamais qu'une carte graphique branchée dans mon PC en permanence. Je branche rien d'autre. Moi, il y en a qui ont peut-être des cartes d'acquisition ou autre chose en PCI Express. J'en ai pas, moi. Donc, j'ai juste besoin d'un slot PCI Express, un slot M.2 pour mon SSD, et puis c'est à peu près tout. Et du coup, les cartes mères ITX, mini ITX sont très intéressantes, surtout qu'on peut les mettre dans des boîtiers très petits et gagner de la place tout simplement, ou mettre plus de refroidissement aussi dans le boîtier, ça c'est une autre solution. Donc là, on en a une en Ryzen, pour Ryzen, en X370 chez Asus, avec la gamme Strix. On en avait déjà une disponible chez ASRock, il faut tenir à le préciser, mais là, vraiment sexy, je dois bien avouer. Donc il y a un slot M.2 certainement. Voilà, ici, on a 2 slots de RAM, seulement, évidemment, parce que c'est plus limité. Un slot PCI Express x16. D'ailleurs, le slot M.2, il y a encore une fois un radiateur qui se met par-dessus. Et on a un 8 pin pour l'alimentation, donc ça devrait permettre d'alimenter même les plus gros Ryzen weaker. Et puis, Wi-Fi et tout ça, donc tout le nécessaire. Donc c'est vraiment intéressant, et puis du RGB, parce que pourquoi pas. Il y a même deux trucs RGB, je le vois ici. C'est souvent des ports blancs, les trucs RGB. Je sais pas pourquoi blanc, parce que RGB, ça devrait être plutôt en couleur, non? Enfin bref. Et aussi dans la même veine, une carte mère ITX, mini ITX, en X299. Donc, si vous voulez remplacer votre chauffage pour l'hiver, c'est une solution. Pourquoi? Parce que, déjà, n'overclockez pas un processeur en X299 sur une carte mère pareil, par pitié. Vous allez juste foutre le feu à votre maison. Mais, par contre, si vous gardez avec la fréquence de base, peut-être vous prenez le Deaker, le 7900X ou autre chose, eh bien, ça vous permet d'avoir une puissance de calcul énorme. Un processeur Deaker, mais dans un tout petit boîtier. Évidemment, il faudra un refroidissement conséquent, mais c'est quand même très intéressant. Et il y a pas mal de choses vraiment bien avec cette carte. C'est que, déjà, ils ont utilisé, vous voyez ici, on a des sortes de PCB qui ressortent, donc des cartes qui sortent de la carte mère. Donc là, c'est notamment pour mettre un slot M.2. Il y en a d'ailleurs à l'avant, il y en a 2 autres à l'arrière de la carte mère, parce que why not. Ensuite, on a une autre carte add-on ici avec tous les ports SATA, et vous devez le voir, il y a un petit radiateur juste ici. Et ce radiateur, c'est pour les VRM, tout simplement, parce que, je vous rappelle, l'étage d'alimentation d'une carte mère chauffe pas mal, surtout pour du X299. Donc, obligé d'avoir au moins un petit refroidissement, et surtout ça prend de la place, donc c'est pour ça qu'ils le mettent sur une carte additionnelle comme ça. Et aussi un autre gain de place qu'ils ont fait, vous devez le voir. Alors déjà le socket, c'est là où on met le processeur, prend une énorme place sur la carte mère. Je pense que ça prend le plus gros de la place sur toute la carte mère. Mais ils ont réussi quand même à caser 4 slots SODIMM, donc c'est des DIMM pour normalement ordinateur portable ou petit ordinateur. Donc vous voyez, c'est des DIMM par rapport à l'autre carte mère ici, qui sont beaucoup plus courts. Et qui du coup permettent quand même d'avoir du quad channel, parce que le X299 est en quad channel, donc il faut 4 barrettes de RAM qui fonctionneront ensemble normalement. Donc là, vous aurez toujours ça, parce qu'il y en a 2 là, et du coup, vous ne devriez pas avoir beaucoup de pertes de performance grâce à ça. On a aussi du coup 2 ports gigabit LAN, parce que why not. Quand même pas mal de ports USB et un slot PCI Express x16 évidemment, ça semble logique. Et du coup, je regardais, mais alors c'est marrant quand on le voit du dessus comme ça, on croirait que les ports SATA sont sur la carte mère, mais non, pas du tout. Et on a un 8 pin pour la carte mère, pour l'alimentation. Donc vraiment déconseiller l'overclocking là-dessus, mais c'est possible quand même de mettre l'un des plus gros Core i9 dessus. Et d'ailleurs, par la même occasion, G-Skill n'a pas perdu de temps, ils ont sorti des SODIMM 3800 MHz, 4 barrettes en DDR4 du coup, je ne sais plus la taille exacte, mais ça doit aller jusqu'à mon avis. Oui, 4 x 16 Go, la vache.
Donc si vous voulez justement de la RAM pour cette carte mère ici présente, voilà, vous l'avez en 3800 MHz d'ailleurs, donc ça devrait être plutôt performant. Évidemment, il faudra certainement l'overclocker pour atteindre cette fréquence, mais bon. Voilà, il y a aussi un kit à 3200, je pense qu'il vaut mieux prendre le kit à 3200, très clairement. Mais bon, voilà, ça fait la config complète. Mais par contre, je dis clairement, il faut bien refroidir ce bazar-là. Mais ce serait très intéressant pour avoir une config ultra haut de gamme en un minimum de place. On a aussi une antenne Wi-Fi, évidemment, parce que why not. Et ensuite, on a une news un petit peu au niveau jeux vidéo, parce que j'aime bien parler de jeux vidéo de temps en temps. C'est pas un jeu vidéo en particulier, mais vous devez savoir Duenevo, j'arrive jamais à le prononcer correctement. C'est un anti-crack, un système de protection des jeux, tout simplement, qui empêche tout simplement de hacker les jeux. Il a été mis sur pas mal de jeux. En général, il peut poser des problèmes. Tout le monde n'est pas fan. Et ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, en général, sur pas mal de jeux, c'est qu'ils l'ont enlevé dès qu'il était craqué. Sauf que là, il a été craqué quelques heures après la sortie du jeu. Donc, voilà, je pense que ça commence à devenir un peu ridicule. Le truc, c'est que tous les DRM comme ça, c'est que donnez juste du temps aux hackers et au bout d'un moment, ils finiront par le craquer de plus en plus facilement parce que je suppose que les employés de Duenevo ont une façon de faire les choses et qu'au bout d'un moment, ça s'étudie, ça se trouve et du coup, forcément, ils trouvent une faille au bout d'un moment, forcément. Donc ouais. Moi, je trouve que c'est peine perdue parce que c'est juste une chasse continue qui ne finit jamais. Et au final, vous dites, il y a combien de personnes qui travaillent sur Duenevo? Elles sont payées combien, ces personnes? L'argent investi dans Duenevo, je pense que ça fait perdre limite, pour certains jeux en tout cas, plus d'argent là-dessus. Et aussi par le fait que certaines personnes ne vont pas acheter le jeu parce qu'il y a Duenevo dessus. Parce qu'il faut une connexion internet et tout ça tous les X temps. Donc s'il y a quelqu'un qui a aucune connexion internet pendant plusieurs semaines d'affilée, il ne voudra pas un truc pareil. Et du coup, ça fait perdre des ventes. Il faut payer des gens pour développer ça. Et du coup, je ne suis même pas sûr moi-même à 100% que ça vale vraiment la peine. Mais bon, ce n'est que mon avis. On a aussi une petite news là, plutôt niveau technologique. Donc c'est les premières fermes à éoliennes. Donc là, c'est la première éolienne flottante mise en service. Il y a eu des tests évidemment qui ont été faits pas mal de fois, mais là c'est la vraie en service normale, pas en test, même s'ils la testent actuellement à mon avis. Et du coup, ce qui est très intéressant, donc c'est une éolienne qui va flotter. Donc il n'y a pas besoin de mettre des énormes fondations ou autre chose, il n'y a pas besoin d'avoir un fond d'eau peu profond où mettre l'éolienne. Et du coup, ça permet de la mettre n'importe où dans l'eau et d'avoir déjà des très bonnes performances parce que là où vous pouvez la mettre, vous pouvez vraiment la mettre à un endroit où il y a le meilleur vent possible. C'est loin de la côte aussi, parce qu'évidemment, vous pouvez le mettre en pleine mer, vu que vous n'avez pas besoin des fonds marins. Et aussi, ça vous permet d'en mettre un peu autant que vous voulez, parce que vous êtes en pleine mer, il n'y a aucun relief ni rien, c'est juste vous mettez. Alors, évidemment, là, on voit une petite comparaison de taille. D'ailleurs, c'est l'une des plus grandes jamais faites jusqu'à maintenant. Il me semble qu'elle doit dépasser les 10 MW, à mon avis, certainement. Les plus grosses éoliennes, non, c'est une 6 MW quand même. Ok. Elle me paraît assez grande pour seulement 6 MW, mais bon, c'est pas grave. Peut-être qu'elle est limitée en production pour éviter qu'elle s'abîme ou autre chose, vu qu'elle est en pleine mer. Peut-être aussi, ça c'est pas con, mais limiter sa vitesse limitera aussi son usure, donc il y a moins de maintenance à faire, logique. Donc peut-être elle pourrait faire beaucoup plus d'énergie, mais qu'ils l'ont un petit peu limité pour éviter justement d'avoir ce genre de problème, donc ouais. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est un peu similaire en fait à tout ce qui est fait au niveau des plateformes pétrolières. Donc c'est techniquement flottant, mais en partie pas vraiment flottant. Mais vous n'avez quand même pas vraiment de fondation installée. C'est juste que vous avez un contrepoids en fait qui est utilisé en dessous de l'éolienne. Donc c'est un peu comme je vous ai dit, les plateformes pétrolières. Donc les plateformes pétrolières, la technique qu'ils utilisent, c'est qu'ils ont un énorme contrepoids sous l'eau qui garde la plateforme pétrolière en équilibre normal. Donc comme ça, elle ne bouge pas trop quand il y a beaucoup de vagues. Elle bouge quand même un petit peu et aussi c'est facile de l'installer et aussi de la bouger parce que les plateformes pétrolières sont facilement déplaçables. Donc là, c'est un petit peu le même genre de technique utilisée. Donc elles sont quand même ancrées, vous devez le voir, il y a des petits fils. Elles sont ancrées pour éviter qu'elles dérivent, ça semble logique. Et puis il y a des câbles électriques qui courent sous le fond de l'océan
jusqu'à la côte pour amener l'électricité. On a pas mal de savoir-faire au niveau des lignes de fibre optique et tout ça qui passent sous l'océan Atlantique et tout ça. Donc cette technologie-là de câbles sous-marins est plutôt bien développée. Donc ça ne m'étonne pas vraiment qu'ils en soient arrivés à pouvoir mettre une éolienne à je ne sais combien de centaines, enfin peut-être pas centaines, mais à je ne sais combien de dizaines de kilomètres de la côte sans problème et avoir un câble qui va jusqu'à la côte. Donc voilà, très intéressant comme technologie. Ce n'est pas la solution au problème d'énergie, mais c'est une partie de la solution selon moi. Et j'espère qu'on en verra plus dans ce genre-là pour justement régler un petit peu les problèmes là où il faut en tout cas. Donc là, il montre un petit peu justement à quoi ça ressemble avec le contrepoids en dessous ici et tout ça. La hauteur, on voit, elle est vraiment énorme en réalité. Mais bon. Et enfin, une petite dernière news niveau space. Blue Origin, vous devez le savoir, Blue Origin, compagnie faite par le patron, enfin la personne qui a fait Amazon. Et du coup, donc c'est un petit peu son petit délire personnellement. Genre, les milliardaires, ils sont comme ça. Ils sont en mode, ah, je vais me faire une compagnie qui fait des fusées. Ouais, c'est pas mal. Voyez-vous, vous dites, ah, je vais peut-être me payer un abonnement à la GM ou je vais peut-être m'acheter, je sais pas moi, un nouveau PC ou peut-être des nouveaux vêtements. Non, eux, ils sont en mode, je vais faire une compagnie qui lance des fusées. Et après, la prochaine étape, d'ailleurs, quand vous avez fait ça, vous dites, je vais faire une compagnie qui fait des tunnels sous Los Angeles. Ça, c'est l'étape à laquelle est Elon Musk. Je me demande d'ailleurs quelle est la prochaine étape. On verra bien, ma foi. Mais en tout cas, outre cette blague de mauvais goût, Blue Origin, donc la compagnie faite par la personne qui fait Amazon, je ne sais plus exactement son nom, vous m'excuserez, a testé son premier... pas vraiment son premier, mais son premier vrai moteur fait pour une véritable fusée qui devrait transporter des satellites dans l'espace. Donc jusqu'à maintenant, ils avaient un petit moteur, mais qu'ils utilisaient sur leur fusée de test. Donc c'était une fusée qui était juste faite pour décoller, réatterrir. Elle n'allait même pas dans l'espace ou autre chose. Donc là, c'est leur premier vrai gros moteur. Il y a pas mal de choses intéressantes si vous y connaissez un petit peu. Donc ils ont utilisé des technologies un petit peu innovante sur certaines parties. C'est entièrement réutilisable comme moteur d'ailleurs, il faut le préciser évidemment, vu que la fusée pourra réatterrir comme SpaceX. Et c'est plutôt cool. Plus de concurrence sur le marché, ça veut dire plein de bonnes choses, parce que jusqu'à maintenant, SpaceX est un petit peu tout seul. Évidemment, il y a d'autres sociétés spatiales et tout, mais SpaceX est un petit peu tout seul dans le domaine des fusées réutilisables et est en train de casser clairement les prix. Du coup, c'est intéressant de voir une autre personne arriver sur le secteur qui devrait, du coup, si tout va bien, permettre à une société privée de dire « Hey, j'ai envie de lancer un satellite. » Alors, je peux aller voir SpaceX, je peux aller voir Blue Origin, ça me coûte seulement peut-être 30 millions de lancement de la fusée, comparé à 200 millions, voilà, plus d'une dizaine d'années, pour la comparaison, hein, vous imaginez. Donc ouais, très intéressant, très, très bien pour l'industrie spatiale, et j'espère vraiment qu'ils vont arriver à faire une véritable fusée qui peut délivrer à peu près la plupart des satellites, surtout en basse orbite, et pouvoir la faire atterrir, parce que ça permettrait d'avoir plus de choses par rapport à l'espace. Donc voilà. Il y a pas mal de caractéristiques techniques, si vous voulez, vous aurez le lien de l'article, c'est en anglais, mais si vous aimez ça, bonne lecture à vous. Donc voilà, c'était à peu près tout au niveau de ce Texama Show. J'espère que vous avez bien apprécié. J'ai essayé d'être assez bref, le plus bref possible en tout cas. Combien ça fait de temps? Ouais, ça va, j'étais assez bref. Comparé aux autres Texama Show, je suis un petit peu trop long. Donc la semaine prochaine, ça sortira encore une fois samedi, je le tournerai vendredi. Et du coup, on aura l'actualité évidemment de la semaine en informatique. Il y a peut-être un événement où je vais peut-être aller mercredi, il faut que je vois si ça va se réaliser, mais ça pourrait être intéressant, c'est par rapport à la technologie, donc ça peut être cool. Je tiens d'ailleurs à préciser que j'essaye de communiquer avec de plus en plus de marques possibles pour premièrement avoir des exemplaires de review, juste pour faire des reviews, donc ils envoient un exemplaire, je fais la review, je renvoie l'exemplaire, donc ça me permettrait d'avoir plus de choses à review. Il y a d'ailleurs une review du Acervix 15 qui a dû sortir hier par rapport à la sortie de cette vidéo là. La semaine prochaine vous devrez avoir la sortie de la review du HP Omen 15 nouveau châssis 2017, donc c'est le tout nouveau, donc ça c'est plutôt intéressant. Et j'ai aussi une review de cette souris là sans fil de Logitech et aussi un clavier Logitech que j'ai acheté moi-même, donc ce sera pas dans la même vidéo que la souris Logitech,
J'ai aussi d'autres petits trucs. J'ai aussi une vidéo sur le X370 qui doit encore sortir. Donc voilà, pas mal de choses prévues. Et comme je vous ai dit, il va y avoir aussi des changements au niveau de la chaîne. Je vous tiendrai informé la semaine prochaine. En attendant, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis salut à tous.